Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la conférence Le Hack avec deux invités, Majimbu. Bonjour Majimbu. Bonjour à tous. Et Sylvain Agery. Bonjour Sylvain. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributrices et les contributeurs Non Limite Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Majimbu, en introduction, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, donc bonjour, donc je suis Majimbu, donc je suis président de l'association AHZV qui organise entre autres donc l'événement Le Hack qui a lieu tous les ans donc à Paris et qui réunit environ 3000 hackers. Sylvain ? Sylvain Agery, pseudo Navlis. Déjà merci beaucoup pour l'invitation parce que ça fait pas mal de temps qu'on est invité et c'est toujours un plaisir de venir. Donc je suis spécialisé en OSINT, en Open Source Intelligence, et je suis également le fondateur de l'OSINT Village de Le Hack, mais également cofondateur de osintfr.com. Merci Sylvain. Alors Majimbu, pour les auditeurs qui n'auraient jamais entendu parler de Le Hack, est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Oui, donc Le Hack, c'est une conférence donc, qui est issue de la Nuit du Hack. Donc, c'est à peu près la même équipe qui a organisé la Nuit du Hack pendant 16 éditions, qui s'est mis à organiser Le Hack. Donc Le Hack 2000. Donc Le Hack cette année, c'était la troisième édition sous le nom Le Hack, mais c'est clairement la suite et clairement quasiment la nuit du hack, comme ça a pu avoir lieu pendant ces éditions jusqu'à présent. C'est une conférence qui va réunir donc des hackers sur Paris. On va avoir des conférences, des ateliers, des challenges et aussi des exposants qui vont pouvoir aussi avoir leur stand et rencontrer ces hackers. Alors, on ne va pas faire de retour sur les conférences puisqu'elles seront disponibles en ligne très prochainement. Mais en ce qui concerne les à côté, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Déjà, ce qu'il faut dire, je pense, c'est que une bonne partie de la conférence est en anglais et que ça fait venir des anglophones aussi. Moi, j'ai rencontré des organisateurs de DEFCON US qui étaient à Paris. Alors, il faut dire que Paris aussi, ça attire comme destination. Hein. Ça se passe à la Villette, donc pour les étrangers, c'est effectivement Paris. Et du coup, il y a aussi un CTF qui, à une époque, était qualifiant, il me semble, il pesait dans le game du CTF mondial. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, tu peux en parler peut-être ? Alors effectivement, il y a une année où on a fait une qualification pour la DEFCON via Le Hack. On a été obligé d'arrêter parce que les conférences, fin juin, début juillet, donc pour Le Hack, suivant les années, fin juillet, début août pour la DEFCON, on s'est rendu compte que c'était trop juste. Donc on a pu le faire qu'une année, ce fait de qualifier une équipe, l'équipe gagnante de Le Hack pour la DEFCON. Même si c'était très marrant. Donc ça, c'est un des premiers à côté. Il y a aussi pas mal de workshops et d'activités en tout genre. Moi, j'ai vu des journalistes apprendre le crochetage. Je ne sais pas si c'était une très bonne idée, mais enfin, ça s'est fait. On travaille pas mal avec l'ACF depuis pas mal d'années, justement l'association des crocheteurs de France, qui viennent et qui ont un stand justement pour faire de la sensibilisation au crochetage et à plein d'autres choses. Je sais pas s'ils ont refait de l'impression cette année ou ce genre de choses, mais c'est toujours un plaisir parce qu'en fait, même si les geeks et les passionnés d'infosec se disent je m'y connais en crochetage, en fait il y a toujours plus à apprendre et en réalité il y a très peu de personnes qui savent faire du moulage de clés, il y a très peu de personnes qui savent faire de l'impression, donc justement de partir juste d'un cylindre et de prendre une ébauche de clé qui est vierge et juste en insérant la clé, en faisant des petits trifouillis à droite, à gauche, en haut, en bas, d'avoir des marques et justement de regarder à la loupe pour pouvoir limer et reproduire la clé au fur et à mesure. Et c'est des choses qui sont toujours intéressantes justement de montrer qu'en fait non, ça se limite pas que acheter un kit basique et faire du raclage tout cracra dans une serrure à paillettes qui s'ouvre en 2 secondes. Non, il y a moyen de monter beaucoup plus en compétence sur de la partie crochetage. Il y a aussi le Hack Kids. Alors, j'ai pas croisé les enfants de Guillaume Poupard cette année, depuis qu'il est plus patron de l'ANSSI. Est-ce que le nouveau patron de l'ANSSI amène ses enfants aussi à le Hack Kids ou...
Alors, je suis pas sûr qu'on ait eu les enfants du patron de l'Annecy cette année, mais on a eu quand même pas mal d'enfants. Le Hack Kids, c'est la partie de le Hack qui est complète, sold out en premier, parce que forcément aussi, c'est pas limité à quelques dizaines d'enfants, puisqu'il y a pas mal de règles à respecter pour faire des conférences avec des enfants, en particulier sur les encadrants. Et donc, c'est ouvert aux enfants de différents âges. Donc on va commencer avec des plus petits vers 6-8 ans et puis on va aller un peu plus loin jusqu'à 15-16 ans. L'idée c'est de leur apprendre, de les faire tourner sur différents ateliers, donc leur apprendre des choses liées au hacking, mais accessibles à des enfants. Et donc c'est probablement les participants ou peut-être même les conférenciers de le hack de demain. Le Hack Kids, c'est effectivement ce qui a le plus de succès. Il y a eu des années où il y avait un peu plus d'espace que cette année pour le Hack Kids. Je pense que pour les 8-11 ans, c'est absolument extraordinaire. Et évidemment, moi, j'ai plus l'âge d'y participer, mais j'ai la chance d'avoir vu les enfants À quelques années près. de plusieurs de mes formateurs ou de mon associé Linda sortir de le Hack Kids. Ouais, de toute façon, il n'y a qu'à voir leur tête et leur passion. On voit que c'est vraiment quelque chose d'unique et d'extraordinaire. Encore vraiment félicitations pour le Hack Kids et tous ceux qui sont participants à cette organisation. Voilà, j'espère par contre que l'an prochain, il y aura un peu plus de place pour faire un peu plus d'ateliers. On y travaille. C'est vrai que cette année c'était un peu plus compliqué pour le Hack Kids. On a eu un peu plus de difficultés à trouver de la place pour le Hack Kids cette année. Mais on y travaille. Le but c'est de pouvoir accueillir un maximum d'enfants. On a pas mal d'étudiants aussi qui nous aident et donc qui vont accompagner ces enfants-là sur le Hack Kids. L'idée c'est chaque année d'avoir plus de place pour pouvoir accueillir plus de monde évidemment sur le Hack Kids, aussi sur le reste de la conférence. Alors je précise que ça vous donne des points de diversité et d'inclusion parce que il y a des gens qui veulent augmenter le nombre de speakers féminins dans les conférences de sécurité et si tu fais venir des femmes le samedi, il faut avoir des options pour garder les enfants. Voilà, puisque le hack c'est vendredi, samedi en général. Et on n'a pas précisé, oui, vendredi, samedi et puis CTF toute la nuit, donc jusqu'à dimanche matin. Et donc c'est bien d'avoir des options sur place. Et par ailleurs, on n'a pas dit non plus, le hack c'est combien ? C'est 4000 personnes ou plus ou... Il a dit 3000. Il a dit 3000. T'es gentil. Oui, t'es gentil. C'est plutôt 3000 personnes aujourd'hui sur le hack. Peut-être 4000 dans un futur proche, mais 3000 c'est déjà pas mal. Ça en fait une assez grande conférence justement sur ce côté hacking, sécurité offensive. C'est sur Paris. Et puis le lieu, la Cité des Sciences à 3000, on évite encore de trop se marcher sur les pieds. À 4000, il faudra peut-être qu'on trouve d'autres solutions. Non, mais c'est très bien à 3000. Déjà à 3000, quand tu vois le nombre de spammers qui essayent de te vendre la base de données imaginaire des inscrits, ça fait bien rigoler tout le monde, ça. Ouais, parce qu'en plus c'est quelque chose depuis Majin-Buu, tu me dis si je me trompe, mais depuis le départ c'est vraiment c'est pas comme certains events de sécu où on demande un KYC, une carte d'identité, etc. Non, c'est là les personnes en fait ils peuvent mettre un faux nom, etc. Sur le site pour acheter le ticket et venir entièrement anonyme. Enfin on essaie vraiment de garder cet esprit privacy, cet esprit hacker, et justement respecter les personnes qui ne veulent pas être pris en photo, etc. Enfin, c'est quelque chose d'ultra important pour nous, quoi. Effectivement, on va essayer justement de respecter cette vie privée, de se dire n'importe qui peut venir en anonyme, même si la plateforme demande des noms et prénoms. Vous n'avez pas idée ce que les gens peuvent mettre en nom et prénom pour rester anonymes. Ils sont très inventifs. Et le but c'est effectivement que ça soit des personnes qui participent à la conférence, mais aussi certains exposants comme la DGSE qui vont mettre les petits stickers nos photos pour que les images ne soient pas diffusées. Du coup, on comprend que ça s'adresse aux gens de 7 à 77 ans et c'est très cool. L'objectif principal, c'est quoi ? C'est de faire découvrir, c'est de consolider des connaissances, c'est de faire du réseau, toutes ces options. Alors, un des objectifs premiers de l'association, c'est le partage de la connaissance. Et donc, l'idée, c'est que, quel que soit son niveau, on puisse avoir quelque chose à apprendre. Donc, qu'on soit un enfant de 8 ans qui va aller à le Hack Kids, qu'on soit quelqu'un d'un peu novice dans le domaine, qui va pas forcément comprendre toutes les conférences, mais qui trouvera des conférences aussi à certains moments un peu plus accessibles.
et qui pourra aussi participer à certains challenges, même si c'est quelqu'un qui est novice dans le domaine, il va pas remporter le wargame. On cherche que ça soit accessible à tous, et puis qu'il y ait aussi des personnes qui sont dans le domaine, qui ont beaucoup plus d'expérience et qui continuent d'apprendre. Forcément, quand on a autant de personnes qui vont partager des connaissances, il y a forcément aussi ce côté réseau, ce côté networking, ce côté échanger les uns avec les autres. On a des personnes qui vont venir des quatre coins de la France, même de plus loin, et c'est une formidable opportunité pour échanger, pour parler autour d'une bière ou d'une autre boisson avec des personnes qu'on verra pas forcément tous les jours, qu'on croisera pas forcément tous les jours. Et donc c'est aussi un des intérêts de la conférence. Mais l'intérêt premier, c'est le partage. Et après, le partage, ça se fait de différentes façons. Alors, il y a des conférences et il y a aussi des Rum Sessions. Sylvain, je crois que tu en as vu quelques-unes. Des Rum Sessions qui durent plusieurs heures. Hein. Par contre, il y a des gens qui ont beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est donc les Rum Sessions, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça peut être aussi connu sous le nom de Lightning Talk. Donc c'est des petites conférences de maximum 10 minutes. Alors on est sympa parce que suivant si on est au stick, etc., ça peut pas être les mêmes formats. Et là, les personnes, vous avez beau applaudir, les personnes ne partent pas de scène. Donc vous pouvez vraiment parler pour dire des choses intéressantes ou moins intéressantes, tout en respectant le code of conduct qui est super important pour nous. Donc vraiment de respecter chaque personne qui est présent au hack, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Et en gros, c'est assez marrant parce qu'en fait, ça a assez bien marché. Cette année, on avait un créneau de 16h30 à 19h. Donc dans la salle Louis Armand, qui est la salle où se déroule Lozin Village. Et en gros, on a dépassé jusqu'à 20h, je pense, tellement on avait des sujets de rump. Et donc ça, c'était assez intéressant. On a eu de tout. On a eu par exemple une personne qui est venue présenter l'impression des armes à feu en 3D. Par exemple, donc voilà, ça reste du hacking. On a eu des personnes sur des vulnérabilités dans certains logiciels, ce genre de choses. On a eu de l'OSINT, on a eu énormément de sujets complètement différents. On a eu aussi de la recherche de services anonymes sur Tor. On a eu beaucoup de sujets. Chaque sujet était assez différent. Et par contre, c'est vrai que si on applaudit, la conférence ne se termine pas sur le hack, sur les Rum Sessions. Par contre, si le conférencier dépasse les 10 minutes imparties, il se prend des fléchettes de nerfs assez rapidement. Sachant que la même chose pour les Rum Sessions, Majin Buu l'a dit tout à l'heure, que en fait les conférences seront sur YouTube, seront uploadées, seront téléversées pour nos chers amis de l'ANSSI. Pardon ? Oui, c'est vrai pour les personnes qui ne sont pas ANSSI aussi. Pour moi aussi. Non, mais la chose qui est très importante dans les Rum Sessions, c'est justement qu'il n'y a pas d'enregistrement et qu'on respecte l'anonymat de chacun. Donc pas le droit de prendre de photos, ce genre de choses. Et ça permet justement aux personnes, aux hackers présents, de partager des choses qu'ils partageraient beaucoup plus difficilement dans un contexte très pro. Après. Le hack, donc comme l'a dit Maj, c'est 3000 places. La salle Louis Armand pour les Rum Sessions, c'est 400 places. Donc c'est pas en petit comité, mine de rien. Et 400 places et un peu plus quand les gens se serrent. Et c'est vrai que les Rum Sessions marchent assez bien. Mais on le voit de toute manière avec des événements à l'époque comme Beer Rump, etc., qui étaient des forks du stick et qui arrivaient à être sold out plus rapidement que le stick, etc. Donc je pense que les Rum, c'est vraiment quelque chose qui plaît assez facilement aux gens. Le nerf était aussi une idée du stick qui n'a pas perduré au cours des années. Donc merci de perpétuer cette tradition. Complètement. Ouais, pour le coup, je me suis complètement inspiré du stick sur ça. Alors au stick, le nerf est d'ailleurs contrôlé par un système Wi-Fi à base de Raspberry, ce qui offre des opportunités supplémentaires pour les gens qui sont dans la salle. Il y a un autre événement communautaire intéressant, c'est le qui veut gagner des bitcoins. Alors qui est une fraude, hein, parce que j'ai gagné 3 fois de suite et j'ai toujours pas de bitcoin, mais ça arrivera. On va sûrement renommer l'event en qui peut battre Nicolas. Alors cette année, il y avait quand même une Dream Team. Hein. Je sais pas si je peux donner le nom de mes coéquipiers, je sais pas s'ils accepteraient d'être cités à l'antenne, mais suite à des désistements, on a quand même constitué l'équipe magique, un mix entre jeune génération, plus anciens, enfin vétérans de la cybersécurité
Et donc le principe de l'événement, en fait, c'est un Jeopardy dans lequel on répond à des questions qui sont choisies dans des catégories aléatoires. Mais évidemment, il y avait une catégorie, je sais pas, c'était Doug par exemple. Et donc les 5 questions avaient un rapport avec Doug. Alors évidemment, il y a Douglas Adams que tout le monde connaît, mais il y a aussi Doug, le chien dans Pixar de là-haut. Enfin voilà. Donc c'est vraiment, normalement, c'est de la culture générale du hacking. Et j'avoue que j'étais un petit peu surpris. Par exemple, on pensait pas connaître cette époque, mais effectivement, les gens ne connaissent plus les disquettes aujourd'hui. Ils sont incapables de citer 3 formats de disquettes différents. Ils n'ont jamais entendu parler du Zune, du mini-disque, enfin, du lecteur Omega Zip et des choses comme ça, quoi. Je sais pas, vous avez assisté à Qui veut gagner des bitcoins ou... Alors, moi personnellement, oui, en tout petit peu. Les années précédentes, j'aidais un peu Virtu, donc qui veut gagner des bitcoins, c'est un concept qui a été inventé par Virtual Labs, donc Damien Coquille qui Twitch aussi, et donc je l'avais aidé sur quelques questions à l'époque. Mais j'avoue qu'en fait, cette année, il y allait vraiment très fort. Mais c'est assez intéressant parce que tu vois les nouvelles générations justement du hacking qui au contraire vont être ultra balèzes sur du pentest interne ou ce genre de choses, mais pour citer justement les formats de disquettes vont être à la ramasse. Et je trouve que ça fait justement un melting pot qui est assez cool. Moi, je me souviens des questions notamment sur les codes de paquets ICMP, je crois c'était ça, où en fait tu te dis mais c'est lire de la RFC etc quoi. Donc tu te dis à part s'il y a certaines personnes genre Brand Meyer qui est dans la salle, peut-être il pourrait répondre aux questions, mais c'est assez intéressant justement de voir ce melting pot et puis aussi d'étendre un peu la culture du hacking, pas forcément sur des questions de pétage d'AD ou alors de RFC, etc., mais vraiment d'aller même sur la partie fiction avec les classiques Mr. Robot, Cybertrack, Jurassic Park avec les Unix Systems, etc., quoi. Et c'est ça qui est marrant. Qu'est-ce qui animait ce Jeopardy ? C'est Virtual Labs, c'est Damien Coquille qui l'anime depuis le début. Et en fait, il a carrément créé un système Oui, comme il des a un buzzers. magnifique logiciel et des buzzers qui se sont améliorés au fil du temps. Alors moi, j'ai pas pu voir celui de OAC, mais j'ai la chance d'avoir pu participer dans d'autres conférences provinciales. Mais moi, je trouve c'est absolument génial. Ouais, mais moi j'y vois vraiment un vrai concept. Je serais passionné enfin malheureusement la plupart des personnes ne veulent pas que ce soit enregistré, mais c'est quelque chose que je regarderai, je pense, chez moi le soir. C'est vraiment divertissant. Mais la difficulté, c'est la conception des questions. Alors, si c'est enregistré, ça veut dire que les questions sont foutues pour tout autre événement. Non, tu crois pas ? En fait, Virtu, pour le coup, il est vraiment très fort sur ça. Chaque année, en fait, il recycle très, 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 très peu de questions. Il arrive à trouver de nouvelles questions chaque année. Et vraiment, après, c'est un travail monstre hein, qu'il fait. Mais ouais, et puis même, tu retiens jamais toutes les questions, pour le coup. Mais non, il arrive à innover, pour le coup. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, Nico. Hein, si t'as trouvé qu'il y avait une différence par rapport aux autres années ou aux autres éditions, quoi. Ah, tu retiens pas les questions parce que tu le fais toujours avec pas mal de bière avant. Oui, alors je dois avouer que cette année, il y avait quand même certaines catégories de questions qui étaient quasiment infaisables. Alors je les ai plus en tête là, mais ne serait-ce que pour reprendre l'exemple de l'ICMP que tu citais, et j'invite nos auditeurs à ne pas ouvrir leur téléphone et s'ils écoutent dans la voiture ou dans le métro à le faire de tête. Quel est le type et le sous-type ICMP pour Echo Request et Echo Reply? Si vous l'avez correct sans vérifier sur Internet, félicitations parce que dans la salle il y avait personne. Et je m'en souviens même plus du. Je vais pas le dire à l'oral parce que ça va tout spoiler, mais c'est pas évident quoi. C'est pas genre 0, 0 et 0, 1 quoi. C'est pas les deux premiers, ICMP qu'ils ont inventés quoi. Est-ce que on parlerait du coup de l'OSINT l'OSINT à Le Hack qui prenait une grande place avant avec les concours qui se passaient quand on était à Disney, et l'OSINT Village cette année qui est là pour le coup a carrément planté sa tente au milieu du hack. Ouais, merci beaucoup à Majin Buu et à l'ensemble du board de AG2V de me faire confiance sur ça. Non, c'est pour la 2e édition. En fait, on a fait un OSINT Village. Le but, c'est qu'on voyait qu'il y avait de plus en plus de personnes qui sont intéressées à l'OSINT et pas forcément des personnes qui viennent du monde du hacking.
Et justement, l'année dernière, on avait déjà fait une première édition de conférence sur une journée. Et là, on a réussi à faire une édition de Lost in Village, donc une conférence dans la conférence sur 2 jours et une nuit. Qu'on a réussi à rentrer et avec allez peut-être 80-90% des speakers qui sont internationaux, qui ne sont pas francophones. J'ai fait exprès de mettre en place l'ensemble des conférences uniquement en anglais pour justement attirer un public plus étranger, enfin plus pas forcément francophone, mais des personnes qui viennent d'ailleurs en Europe. Et ça a super bien marché. Pour le coup, on a des personnes qui sont venues des Pays-Bas, d'Espagne, de Suisse. Qui avaient peur justement auparavant de venir à l'EHAC ou à la nuit du HAC parce que c'était très francophone. Et là, en fait, justement, d'avoir 2 jours où ils peuvent quand même échanger avec des personnes et aller à d'autres conférences où c'est en français et ensuite parler en anglais aux personnes. Mais en fait, ils osaient pas trop venir à la base sur ça, quoi, sur un événement très franco-français, quoi. Oui, et tu peux dire que ça a duré jusqu'à 3 heures du matin. Bon, après, à la fin, les 2 dernières sessions, c'était des trainings, mais quand même, ça a vraiment occupé toute la journée. Ouais, et assez cool pour le coup parce qu'en fait on a des personnes qui sont restées jusqu'au dernier training et le but c'est que moi à l'époque quand j'allais à la nuit du hack à Disney, j'étais frustré justement de devoir prendre le dernier RER à des heures parce que je faisais pas le CTF. Je buvais des coups avec les copains, mais en fait tu prends le dernier RER. Et je trouvais ça dommage qu'il y avait plein de personnes en fait qui continuaient pas dans la nuit, et donc c'est pour ça que en fait avec le Zine Village, j'ai essayé de d'étendre vraiment les trainings même après la fin du métro, comme ça au moins les personnes y restent jusqu'à 3h, 3h30. Ensuite, ils vont boire un coup avec les speakers ou alors avec les personnes qui ont fait les workshops. Et c'est toujours difficile de savoir qui on va mettre en première conf, qui on va mettre en dernière conf. C'est pas parce qu'on n'aime pas les personnes, mais par exemple la première conf de Lozin Village, donc le vendredi, c'était The Paterva Story. Donc pour ceux qui connaissent Maltego, il faut savoir que Maltego, c'est un logiciel qui a été créé en 2008 par un Sud-Africain qui s'appelle Roy Lofteming. Et en fait, moi, je l'ai contacté. Salut Roloff. En fait, Lozin, c'est vachement à la mode en ce moment, mais en 2008, c'était pas à la mode. Est-ce que tu peux venir nous expliquer comment t'as fait pour créer Maltego quand Lozin n'était pas à la mode, et quelles sont les grosses difficultés que tu as eues à monter une entreprise dans ce domaine? Et en fait, c'était vraiment une conf pour aussi motiver les personnes qui font des projets GitHub dans leur coin, etc., et qui se disent ouais, je pourrais peut-être en faire quelque chose, mais qui osent jamais passer le pas. C'est de dire non, regardez, en fait c'est possible. Les mecs, c'était juste des barbus dans leur cave ou dans leur garage qui s'amusaient à faire quelque chose, et en fait ils ont réussi à en faire une boîte et à la revendre après, etc. Et donc c'est des choses qui sont possibles. Et le but avec le Zine Village, justement, c'était de ramener des personnes d'horizons complètement différents et de nationalités différentes. Et ça, c'était vraiment très important pour nous, pour de montrer que justement le monde du hacking, c'est des compétences différentes, mais aussi des nationalités différentes. On n'est pas du tout raciste sur ce genre de choses, sur les origines ethniques, etc. À partir du moment où la personne respecte un code of conduct et est sympa avec tout le monde, welcome. Et si elle veut partager du savoir, bien évidemment. De toute façon, les gens qui te suivent sur ton podcast, ta chaîne YouTube, savent à quel point tu es attaché à l'anglais. Ouais, je me fais beaucoup troller parce que je ne fais pas des choses qu'en franco-français, mais justement je trouve que c'est intéressant parce que c'est aussi notre soft power, et de faire ce genre de contenu, c'est que les personnes à l'étranger se disent purée, les Français en fin de compte ils sont ultra actifs dans tel domaine, et c'est le but, et ça marche. Et donc ça enrichit aussi la connaissance et les compétences des personnes qui sont en France, de rencontrer des personnes étrangères, et voilà, et de s'exporter aussi un peu plus, et d'exporter de la tech française plus tard. Donc je veux bien avoir un poste de ministre, s'il vous plaît, du numérique pour l'export après, quoi. Non, mais ce qu'il faut, c'est ne pas hésiter à le faire aux États-Unis. Je veux dire, quand tu vas dispenser une formation en anglais aux États-Unis à des Américains au début des années 2000, tu comprends ta douleur, mais après, avec le recul, t'es content de l'avoir fait dans ta vie. Ouais. Non, mais t'as entièrement raison. Et en fait, faut oser faire ce genre de choses. Mais moi, je trouve ça énorme de se dire que à l'EHAC, on avait des personnes qui venaient des États-Unis, qui venaient d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, qui venaient d'Afrique du Sud, etc. Mais purée, mais c'est génial, quoi. C'est ce qu'on veut, c'est le melting pot, c'est ça la mentalité hacker. C'est justement, c'est ce mix d'origine, c'est ce mix de compétences, de culture.
et juste de boire des coups avec les mecs et avec les filles aussi. Malheureusement, c'est ultra difficile, pour être honnête, hein, le CFP est ouvert, mais c'est super difficile d'avoir des speakeuses. Donc cette année, on a eu comme speakeuse Liselotte Mas, donc qui est journaliste à Le Monde et qui expliquait comment elle a utilisé de l'osine pour pouvoir faire une enquête sur du trafic de cocaïne. Et en fait, on se dit mais quel est le point avec le hacking? Quel est le rapport avec le hack et avec la nuit du hack? Mais en fait, il y en a parce que c'est un mindset différent, c'est une réflexion différente, c'est l'utilisation d'outils de manière complètement différente. Et donc assez marrant parce qu'elle était avec d'autres personnes qui qui investiguaient beaucoup sur les groupes de rançongiciels russes, notamment Killnet. On pourra en reparler après, mais et avec des personnes par exemple, donc eux c'était l'entreprise Own. Mais on a eu aussi Patrick Ventuzello de Fuzzing Labs, qui est spécialisé en fuzzing à la base, qui vient et qui dit voilà comment j'ai fait de l'OSINT pour traquer les NFT de la famille de Arnaud qui possède de Louis Vuitton. Et c'est ça qui est sympa, c'est de faire ce mix de tout ce genre de compétences. Du coup, rapport à Killnet, Jimbo, tu peux raconter cette anecdote peut-être? Par rapport à Killnet, effectivement, c'était l'année dernière, on a eu une conférence à l'Ozine Village justement qui c'est de l'Ozine justement sur les personnes de Killnet. Il y a eu quelques photos, je crois, qui ont été tweetées pendant la conférence. Et donc, il y a eu un déni de service sur tous les sites, le hack, ASFV, pendant la conférence. Parce qu'a priori, il y a quelqu'un de Killnet qui l'a vu et qui l'a pas apprécié. Mais d'ailleurs, je crois, alors les experts en threat intel nous corrigeront, mais il me semble que c'est la première attaque de Killnet contre la France. Donc voilà, c'est à cause d'une conf au sein de Le Hack. C'est assez marrant parce que en fait, les personnes de ce groupe, ça reste des personnes qui viennent du monde de l'infosec, donc normalement ils devraient apprécier ce genre d'événements. Enfin, notamment en Russie, il y a les PH Days, il y a Zero Night, etc., qui sont des gros events. Mais oui, en fait, on a eu suite à cette conférence. Et donc, c'est pour ça que cette année, il y a une deuxième conférence sur Killnet, sur qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc, c'est uniquement de l'OSINT sur le groupe Killnet. Et en fait, là, on n'a pas mis en avant le titre Killnet sur le site. On juge un homme à la qualité de ses ennemis, donc félicitations. Non mais arrête, c'est que des scripts qui dit apparemment Killnet. Merci. De toute façon... ça a été revendiqué par le groupe? Ouais, bien sûr. En fait, c'était sur leur Twitter, sur Telegram et sur Twitter. Killnet avait répondu justement au tweet qu'on avait fait sur la conférence et comme quoi ils avaient pas trop apprécié, etc. quoi. Mais c'était l'année dernière. Je suis désolé. Le hack AZV, créateur d'IOC depuis les années 2000. Merci. Je suis désolé, je te troll depuis le début, mais Nancy me souffle dans l'oreillette qu'on dit chahuter en français, pas troller. Est-ce qu'on parle un petit peu des exposants? Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Moi, je sais que je tenais un stand associatif. Il y avait aussi beaucoup de professionnels. Il y avait beaucoup de challenges organisés directement sur les stands. Quel est votre retour sur tout ça? Le principal changement, c'est que c'était en 2 jours. Donc, c'était un peu plus lourd pour les gens qui tenaient un stand. Il fallait du monde pour les 2 jours. Moi, je trouve que c'est vraiment très agréable d'avoir un jour vendredi pour les professionnels qui préfèrent les jours de semaine et un jour samedi pour même beaucoup de professionnels qui n'ont pas la possibilité d'aller à des conférences les jours de semaine. Dans beaucoup de SN, c'est quand même très compliqué de quitter le client, de ne pas être facturé. Ou alors, il faut faire croire qu'on est en télétravail. Enfin bref. Et évidemment, si on a une conférence en télétravail, c'est pas très net. Donc c'est super qu'il y ait aussi le samedi. Bon, c'est clair, hein. Moi j'y retourne l'an prochain, comme les années précédentes. Tu peux parler un petit peu de l'association? Vous avez combien de membres dans le bureau, combien de bénévoles? Et tu parles de ces rencontres. Dans mon souvenir, c'était le premier samedi du mois à Paris, c'est ça? Est-ce que c'est encore le cas en présentiel? Effectivement, l'association, donc sur l'association, on va avoir quelques dizaines de personnes qui sont là, qui sont vraiment dans le cœur de l'association. On a beaucoup plus de monde qui va donner un coup de main, par exemple le jour J. Le jour J, on a aussi beaucoup d'étudiants qui vont venir, qui vont donner un coup de main sur une des 2 journées et puis qui vont profiter de la conf sur l'autre journée. Et donc sur les meets HZV, donc c'est toujours le premier samedi du mois, sauf cas exceptionnel, pont ou autre, où c'est un peu compliqué.
Et donc aujourd'hui, les meet HZV ont lieu à la Générale, donc qui est un tiers-lieu artistique donc dans le 14e arrondissement à Paris. Toutes les infos sont disponibles sur le site hzv.fr. On fait les annonces, et aussi sur Twitter sur HZV. Est-ce que l'année prochaine, il y aura des nouveautés, des choses dont vous pouvez parler d'ores et déjà? Alors, en général, on commence à organiser la prochaine édition en septembre. Donc, c'est encore un peu tôt. C'est encore un peu tôt pour en parler l'été. C'est un peu notre moment où on se repose. L'année prochaine, ça va être intéressant. On va être juste avant les Jeux Olympiques. Ça va pas être simple d'un point de vue organisation. Mais on essaye, oui, effectivement, on essaye chaque année d'avoir toujours des petites nouveautés, d'avancer, d'avoir toujours un petit truc en plus par rapport à l'année d'avant. C'est un peu tôt pour en parler, mais on va commencer bientôt à y réfléchir. Ok. Est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est pas simple, mais non, sur le mot de la fin, venez à l'EHAC l'année prochaine, les années suivantes, il y a une très bonne ambiance. Quel que soit votre niveau, il y a des choses à apprendre, il y a des rencontres à faire, il y a des discussions super intéressantes à avoir. Et le but, notre but vraiment en tant qu'organisateur sur le HAC, c'est d'éviter à tout point d'être élitiste ou autre, et de faire une conférence qui puisse parler à tout le monde et être accessible à tout le monde, et que chacun y trouve des choses intéressantes. Bon, eh bien, merci beaucoup d'organiser cet événement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributrices et aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.